Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez, comme moi, suivi la saga des élections américaines. Cela a été un long suspense avec plusieurs rebondissements. Mais Joe Biden sera donc fin janvier le 46e président des États-Unis. Les années Trump s'achèvent et c'est pour nous le temps de faire un petit bilan des reculs de la science sous son mandat. Le président sortant a multiplié les attaques contre les programmes mis en place par Barack Obama en matière de climat et aussi du côté de la santé. Ces coups de massue républicains pourront-ils être réparés par les démocrates? La science pourra-t-elle se remettre des années Trump? Nous allons en parler tout de suite. Restez là. Pour parler des années Trump et comment elles ont pu nuire à la science, particulièrement en santé et en environnement, nous allons en parler tout de suite avec Julien Prudhomme. Vous êtes spécialiste en histoire des professions, de l'expertise et des sciences, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Vous êtes aussi professeur et directeur du département des sciences humaines à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi d'Hugo Séguin. Vous êtes spécialiste des négociations climatiques internationales. Vous enseignez l'économie politique des changements climatiques à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes également chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'UQAM et conseiller principal de COPTICOM, stratégie et relations publiques. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, nomination d'un climato-sceptique à la tête de l'Agence de protection environnementale américaine, des attaques à l'Obamacare, le programme d'assurance de santé. Les années Trump ont vu de nombreux reculs en matière de santé et d'environnement. On pourrait résumer cela par un démantèlement de l'héritage de son prédécesseur, Barack Obama, n'est-ce pas? Peut-être, professeur Prudhomme? Oui, en fait, Trump a souvent réaffirmé que l'objectif essentiel de son mandat était de démanteler l'héritage d'Obama pour toutes sortes de raisons. Et ça se manifeste tout particulièrement en matière de politique scientifique. Oui. Monsieur Séguin, vous êtes d'accord avec ça? Ah, tout à fait. Les années Trump, c'est une année de... Si on fait un parallèle avec ce qu'on a vécu au Québec, une année de noirceur, de grande noirceur au niveau de l'environnement, c'est un massacre à la tronçonneuse très systématique dès les premiers jours de l'entrée en fonction du président Trump pour détruire l'héritage de son prédécesseur en environnement et ça s'est traduit de multiples façons. Oui, la pandémie, sa gestion nonchalante a été aussi révélatrice des inégalités sociales qui ont été accentuées sous l'ère Trump. Pas vrai, professeur Prudhomme? Oui, absolument. En fait, ce qu'on voit, c'est que autant les mesures de l'administration Trump ont été dommageables et ont mis en relief le lien entre l'importance des politiques scientifiques et le poids des inégalités sociales dans la société américaine. Autant la réponse démocrate que l'action de Trump a suscité a aussi permis d'insister sur ce lien-là. Et on a vu un Joe Biden, par exemple, faire campagne en insistant beaucoup sur la relation qu'il y avait entre l'utilisation de la science, le respect des données scientifiques en matière de santé et la lutte aux inégalités sociales. Oui, c'est un bras de fer finalement autour de la science, c'est ça. Mais ça révèle aussi que le virus frappe les plus pauvres. Hein? En fait, ce que ça l'a révélé, c'est la solidarité entre, d'une part, l'égalité sociale et d'autre part, des politiques basées sur les preuves scientifiques. On sait depuis longtemps en santé publique que l'un des principaux véhicules des maladies et de la mortalité, c'est l'inégalité sociale, c'est la pauvreté. Et ce qui était vrai pour tout un éventail de maladies, jusqu'ici, s'est révélé encore plus vrai, ou au moins aussi vrai, en ce qui concerne la pandémie de COVID-19. Et on a vu à quel point, en fait, la pandémie de COVID-19 a montré à quel point l'inégalité sociale était un important véhicule de la maladie. Et c'est pas pour rien que Joe Biden a consacré beaucoup d'efforts dans sa campagne électorale à tracer un lien entre la pandémie de COVID, d'une part, et la nécessité de renforcer le filet social et surtout l'assurance santé des Américains. Oui. Donald Trump a annoncé sa couleur le 1er juin 2017 avec la sortie des États-Unis de l'accord du Paris sur le climat, Monsieur Séguin, un accord qui avait été ratifié par l'administration Obama en septembre 2016. Est-ce que ça a été une surprise pour vous? Oui, d'une certaine façon, parce que dans les mois qui ont précédé cette annonce-là, il y avait un flou
quant à la position du président Trump. Il semble que dans son entourage, des gens comme sa fille Ivanka, son beau-fils Jared Kushner, auraient fait des pressions sur Trump pour qu'il reste dans l'accord de Paris. Le président Macron faisait pression sur Trump à ce moment-là. Il y avait un flou. Il y avait la possibilité que l'administration Trump reste dans l'accord de Paris, mais la décision a été prise donc dans le Rose Garden à ce moment-là. Et évidemment, disons que ça a figé une position anti-climat, anti-science, anti-environnement qui était déjà en cours. Là. Et là, il n'y a pas eu... Après ça, il n'y avait plus de surprise. C'était une position très affirmée pour détruire les mesures que l'administration précédente avait mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi un travail de sape dans les efforts des autres pays pour lutter contre les changements climatiques. La position américaine a changé du tout au tout. Et on a vu d'autres pays, malheureusement. Le Brésil, où je suis actuellement, en est un bon exemple. L'Australie aussi. Des pays qui se sont servis de la position anti-climat de l'administration Trump pour asseoir leur propre politique anti-climat. Donc, il y a un effet domino, là. Oui, c'est sûr. Le président sortant a tout d'abord nommé l'ancien procureur général de l'Oklahoma, Scott Pruitt, à la tête de l'EPA, l'Agence de protection environnementale américaine. L'ancien procureur est climato-sceptique. Puis, il a nommé Andrew Weller, un ancien lobbyiste de l'industrie du charbon. Ce sont des nominations très parlantes, n'est-ce pas? Mais très parlante, mais c'est pas les seuls. Hein. Il y a des centaines de personnes à travers toute l'administration américaine, dans tous les secteurs, en santé, en sciences, dans les instituts de recherche, à tous les niveaux, qui ont été remplacés par des gens des administrateurs ayant des positions idéologiques très fortes de démantèlement de l'État, du rôle de l'État, et des positions idéologiques anti-scientifiques généralisées, je dirais. Alors, ce que vous nommez, c'est des cas importants, mais c'est loin d'être l'ensemble de l'œuvre, au point que Joe Biden, lorsqu'il prendra les rênes du gouvernement américain, il a un travail de reconstruction de la capacité du gouvernement américain d'être capable d'agir dans tous ces domaines-là liés à la science. Oui, parce qu'avec ces nominations, ça oblige finalement de trouver de bonnes personnes pour faire le travail inverse. Il y a la question des personnes, mais c'est que même que ce soit en matière de climat, en matière de santé ou dans d'autres domaines sujets aux politiques scientifiques, en plus d'avoir mis des personnes hostiles à l'usage de la science, mais souvent les personnes mises en place par Trump ont activement détruit des outils à caractère scientifique qui permettaient de produire des données, de faire de la surveillance, de faire du monitoring, de favoriser la concertation entre les scientifiques et entre les pays. Si bien que même une fois qu'on aura remplacé, et ce ne sera pas de mince tâche, les personnes mises en place par l'administration Trump, il restera encore la tâche encore plus colossale de reconstruire les outils, les liens, les bases de données qui ont été passées à la trappe dans les dernières années. C'est le drame de la science de façon générale, c'est que, comme dans bien des choses, c'est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Oui, professeur Prudhomme, est-ce qu'il y a eu en santé de telles nominations? Absolument. Et on le voit là, on le voit tout particulièrement depuis l'été dans la capacité de l'administration Trump à imposer des décisions très idéologiques à des organismes, des institutions qui devraient être indépendantes. Des institutions comme la santé publique, comme les CDC, les centres de régulation des épidémies, la FDA, la Food and Drug Administration, qui approuve notamment les médicaments et leur mise en marché, ont toutes été amenés à prendre des décisions, des avis qui en fait, était commandé par la Maison-Blanche et allait à l'encontre des consensus scientifiques en cours. Par exemple, l'approbation, encore récemment, là, au mois d'août, la FDA a approuvé l'usage d'un traitement de la COVID à base de plasma sanguin contre l'agie de la plupart des scientifiques. Ça rappelait une saga similaire sur le fameux médicament hydroxychloroquine qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, etc. Et encore au mois d'août, la Maison-Blanche a demandé de réduire
la capacité de testage aux États-Unis. Notamment, il a suggéré demander qu'on ne teste plus les personnes qui ne présentent pas de symptômes. Alors qu'on sait que le testage des asymptomatiques est un outil capital de lutte contre la COVID-19. Fait qu'on voit que toutes ces initiatives-là montrent à quel point il a réussi, Donald Trump, à éroder l'indépendance des institutions à caractère scientifique. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Séguin, qu'est-ce qui, pour vous, symbolise le plus le recul en science sous les années Trump? C'est-à-dire, basé sur la science, l'administration précédente avait développé des outils importants de lutte au changement climatique pour être en phase avec ce que la communauté scientifique indique qu'il faut faire pour lutter contre les changements climatiques. Alors, on recense à l'heure actuelle autour d'une centaine, entre 100 et 120 règlements, régulations, normes et politiques environnementales dans le contrôle de l'air, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol, les espèces menacées, la protection des milieux humides, les politiques climatiques, où on a édulcoré, on a émasculé les règlements qui avaient été édictés, qui avaient été mis en place pour qu'on tienne compte de la science et dans la protection de l'environnement. Ils ont été très, très loin. L'administration Trump a retiré la dérogation historique que la Californie obtenait en vertu des lois et des règlements sur la qualité de l'air. La Californie avait la possibilité d'édicter des normes beaucoup plus sévères en matière de qualité de l'air que les autres États américains et certainement le gouvernement fédéral américain pour protéger la qualité de l'air dans l'État. Le gouvernement Trump a retiré cette dérogation-là et en faisant ça, il retirait, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, la pièce maîtresse sur laquelle repose la politique climatique californienne. C'est la même chose pour ouvrir les terres publiques américaines à l'exploitation forestière, au forage gazier pétrolier, aux mines de charbon, l'ouverture des côtes aussi pour les forages en mer. Ils ont été très, très, très loin dans le démantèlement des mesures qui ont été mises en place pour traduire la connaissance scientifique en politique publique. Oui, en plus des nominations, Trump a su jouer aussi sur la réglementation, donc pour remodeler les différents dossiers politiques, en santé aussi. La FDA, l'administration américaine des aliments et des médicaments, a été mise sur la sellette, accusée d'avoir des biais favorables à l'industrie sous Trump. Professeur Prudhomme, hein? La FDA est toujours un peu sur la sellette parce qu'elle est dans une position un peu délicate entre les régulateurs publics et les entreprises privées. Ce qu'on voit par contre, c'est que sous Trump, elle est devenue beaucoup plus perméable à des interventions directes du pouvoir, des interventions directes de la Maison-Blanche, des directives directes en provenance de l'administration, et c'est ça qui est dérangeant. C'est cette espèce de dispersion de la distance. Y compris, vous l'avez dit, vous avez parlé de réglementation, des fois dans des dossiers très, très fins ou dans des modifications réglementaires très, très fines. Et ça doit attirer notre attention sur le fait que l'ampleur des attaques contre la science, on veut le dire comme ça, l'ampleur des attaques contre l'indépendance des organismes scientifiques n'est pas le fait uniquement de Donald Trump, l'individu. On a tendance à voir Donald Trump comme une espèce d'anomalie, puis quand il va disparaître, on va tous être soulagés. Mais en fait, l'efficacité de son action montre à quel point, en fait, c'est qu'il défend une idéologie anti-scientifique qui est partagée par énormément de monde dans le monde conservateur aux États-Unis. On le voit là avec les problèmes de transition. Trump tout seul est incompétent. Il ne sait rien faire. S'il réussit à faire quelque chose, c'est parce qu'il est soutenu par énormément de gens, si bien que la nouvelle administration Biden sera confrontée à un mouvement très organisé, axé sur le rejet des élites, axé sur cette idée que quand on écoute des experts, on fait reculer la démocratie, que quand on écoute des institutions indépendantes, on fait reculer la démocratie, on ouvre la porte à la tyrannie. Il y a toute cette idée, cette hostilité à l'endroit de l'expertise
est vu comme le contraire de la démocratie qui va demeurer même quand Trump ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, c'est vrai. C'est tellement bien dit, M. Prudhomme. On le voit non seulement aux États-Unis, cette espèce de vague populiste, anti-scientifique, anti-expertise, mais moi, ça me rappelle l'intervention du gouvernement conservateur précédent ici au Canada, lorsqu'ils ont mis la hache dans le recensement long de Statistique Canada. C'était une attaque directe sur la capacité des scientifiques de ramasser des données sur le Canada, sur les réalités socio-démographiques, sociopolitiques, socio-économiques du Canada. Mais on voit ça aussi dans la même mouvance conservatrice en Europe, mais aussi en Australie et dans d'autres pays. Alors oui, Trump n'est pas une anomalie, il est soutenu, et les États-Unis ne sont pas une anomalie. Il y a d'autres pays, comme les États-Unis, actuellement, qui sont dans la même mouvance. Oui, pour revenir sur la réglementation, M. Séguin, ça a été aussi vrai en matière de climat. Le président sortant a tenté d'assouplir la réglementation en matière de pollution pour la production de charbon et de réviser des mesures écologiques prises sous Obama. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, tout à fait. On peut penser en climat, par exemple, ce qui était le plus important du legs de l'administration Obama, c'était le Clean Power Plan, qui est une politique fédérale qui imposait des contraintes, des limites, des diminutions automatiques à la production de gaz à effet de serre des centrales au charbon à travers les États-Unis. Et ça a été une des premières réglementations à passer sous la trappe dans l'administration Trump. L'autre grande politique climatique qui aurait donné des résultats très importants, c'est les nouvelles normes fédérales américaines sur la performance des véhicules automobiles, donc l'utilisation d'essence et donc de façon indirecte les émissions de gaz à effet de serre du parc automobile américain. Et là, ça a passé aussi sous la trappe de l'administration Trump. Des réglementations aussi importantes au niveau des fuites de méthane, qui est un gaz extrêmement dommageable pour le climat. On sait que la fracturation hydraulique pour le gaz et pour le pétrole est un grand émetteur de méthane, de fuite de méthane. Et ça aussi, c'est une réglementation importante qui a été abolie là, sous l'administration Trump. Mais ce qu'on voit en climat, on le voit en protection des espèces menacées, on le voit en protection des milieux humides, on voit aussi à l'utilisation des terres publiques pour des utilisations industrielles. On le voit même dans la réduction des parcs nationaux pour permettre de l'exploitation industrielle autour des parcs nationaux. C'est vraiment un massacre à la tronçonneuse et ça va prendre des années de reconstruction par l'administration Biden pour être capable simplement de revenir à l'état où on était lorsque Trump a pris le pouvoir. C'est majeur ce qui s'est passé durant les 4 années Trump. Oui, il y a 4 ans. Professeur Prudhomme, il y a eu beaucoup d'attaques sur l'Obamacare, mais Trump n'a pas été capable de démanteler ce programme-là. C'est une politique peut-être populaire, trop populaire? Oui, ce qui a beaucoup changé depuis l'époque épique où Barack Obama a implanté le fameux Obamacare, c'est-à-dire une politique d'élargissement de l'accès à l'assurance maladie, c'est que le principe de démocratiser l'assurance maladie est devenu plus populaire aux États-Unis. Au début, les conservateurs, à l'époque d'Obama, avaient complètement diabolisé l'idée d'une assurance santé plus démocratique. Ils disaient que c'était du communisme, que ça allait entraîner des morts, de la tyrannie. Or, ce qu'on a vu, ce que les Américains ont vécu dans les dernières années, c'est une amélioration de leur situation. Et c'est pourquoi Trump n'a pas réussi à détruire l'Obamacare au point où il aurait voulu. Il a quand même amputé de certains morceaux. Et je pense que là, on voit, au moment où on se parle, il y a une cause en Cour suprême qui risque de lui enlever encore un morceau. Mais ce qu'on voit, c'est que le principe d'une assurance publique, d'une assurance santé, plus accessible et plus populaire chez les Américains, que ça permettra sans aucun doute à Biden d'aller encore de l'avant et de faire encore progresser ce projet de démocratisation de l'assurance maladie auquel il avait déjà participé avec Obama. Oui, il y a eu aussi des manques de transparence dans de nombreux dossiers, par exemple sur la lenteur pour diffuser les données sur la COVID aux États-Unis, professeur Prudhomme. Il y a
plus qu'une lenteur, il y a une attaque systématique de la part de cette administration pour réduire la production de données de santé publique et la diffusion de données de santé publique. Je parlais tantôt de l'initiative de la Maison-Blanche pour réduire l'ampleur du testage de la COVID-19. Ça n'a pas juste un effet sur la santé directe des gens, ça a aussi un effet sur la production de données. Parce que c'est grâce au testage de grande envergure qu'on réussit à voir par où le virus passe, quel chemin il emprunte, comment le virus profite des inégalités économiques, de la géographie, etc. Et l'administration Trump combat activement la production de données de santé publique. C'était un problème avant la pandémie, c'est un problème pendant la pandémie. Et c'est d'ailleurs une promesse explicite de Joe Biden que de combler ce qu'on appelle le data gap, c'est-à-dire les trous dans les données de santé publique pour favoriser des politiques plus adéquates et plus axées sur les populations notamment vulnérables. Oui. Monsieur Séguin, il y a aussi une hostilité conservatrice qui a été très perceptible contre le climat, la volonté d'influencer, donc de monopoliser le débat public et de tendre vers un côté anti-climat. Oui, et ça m'inquiète aussi, puis je ferai un lien avec Obamacare, parce que ça a passé relativement proche qu'Obamacare soit démantelé. Ça a pris le vote du sénateur d'Arizona décédé, John McCain, pour empêcher les républicains au Sénat de mettre la hache dans Obamacare. Il s'en est fallu d'un seul vote. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y a presque plus de John McCain. S'il en reste, il reste peut-être 2 sénatrices du Vermont, du Maine et de l'Alaska qui peuvent peut-être des fois prendre des positions un peu indépendantes. Mais il y a un repli très idéologique au sein du Parti républicain qui va nuire à la capacité de Joe Biden d'être capable de recréer c'est ça, d'arriver avec des politiques qui rétablissent une situation qui était celle avant l'arrivée de Donald Trump. Cette mouvance conservatrice-là, c'est celle que M. Prudhomme décrivait qui soutient le Trumpisme. Trump n'est pas une anomalie, il est le symptôme d'un mouvement. Et malheureusement, ce mouvement-là, il va perdurer dans le temps et il va aller se loger dans la sphère de pouvoir américaine, au Sénat américain. On regardera quels seront les résultats là, des 2 élections complémentaires au Sénat en Géorgie en janvier. On verra les résultats, mais il y en demeure pas moins que ce n'est pas les démocrates qui vont contrôler le Sénat à toute fin pratique. Ça va être une zone de blocage systématique des politiques de Biden. Alors, on verra ce que ça pourra donner. Oui, qu'annonce l'élection de Joe Biden? Donc, du côté peut-être de la santé, M. Prudhomme? Il annonce une très forte offensive pour étendre l'assurance maladie, étendre l'Obamacare et compléter en fait le projet originel de l'Obamacare que Barack Obama lui-même n'avait pas réussi à réaliser pleinement, notamment en ouvrant l'accès de l'assurance publique américaine à presque l'ensemble des citoyens américains. Et ça serait vraiment un très, très gros morceau. Et on voit que Biden mise sur la popularité. Je pense qu'une des rares brèches dans la radicalisation du Parti républicain qu'évoquait M. Séguin avec raison, c'est l'assurance santé. Je pense que c'est le morceau par lequel les démocrates peuvent profiter d'une brèche, d'un écart entre les républicains radicaux d'une part et le reste de la population d'autre part, parce qu'à peu près les 2/3 de la population est favorable à une assurance maladie plus étendue. Fait qu'on peut s'attendre à ça. On peut s'attendre à une volonté d'élargir encore la démocratisation de l'assurance maladie. On verra ce que ça va donner dans les parlements. On peut s'attendre, et en fait, Biden a aussi promis de restaurer l'indépendance des institutions scientifiques et aussi, ça c'est moins sexy, mais ça va être très, très important. Il s'est engagé à intensifier la production et la diffusion de données de santé publique pour combattre la pandémie, mais pour combattre aussi l'effet généralisé des inégalités sociales sur les autres maladies. Et ça, s'il réussit à faire ça, ça va être vraiment quelque chose de très important, mais malheureusement, je pense que ça va leur prendre plus que 4 ans pour atteindre cet objectif. Oui. Et du côté de l'environnement et pour le climat, M. Séguin, qu'annonce cette élection? C'est un changement de discours là, du tout au tout, mais entre le changement de discours et la capacité de mettre en œuvre des choses, là, il y a quand même un monde. Il n'y a pas de miracle de prévu, d'après moi, en 4 ans, parce que
il y a beaucoup de travail pour rebâtir la capacité de l'État fédéral à agir. Mais Biden s'est engagé au moins à réintégrer l'accord de Paris, ce qui est une bonne chose, dans un contexte où il y a eu un massacre aussi au département d'État américain. La capacité diplomatique des États-Unis est à rebâtir aussi. Alors, c'est un geste intéressant d'un point de vue symbolique, mais la capacité des États-Unis d'entraîner d'autres parties du monde dans des politiques plus favorables au climat là, est quand même limitée. Maintenant, Biden s'est engagé à adopter des règlements importants ou à rétablir des règlements qui avaient été abolis sous Trump, notamment au niveau des véhicules automobiles, les émissions de méthane. Quelque chose d'intéressant aussi, il a promis de rendre obligatoire la divulgation des risques climatiques par les entreprises. Donc, c'est assez nouveau, mais les entreprises cotées en bourse devront révéler les risques qu'elles encourent à ne pas tenir compte des changements climatiques dans leur politique. Alors, ça peut avoir un impact important sur la capacité boursière des entreprises. Maintenant, il a promis aussi d'investir massivement, et c'est possible, d'investir massivement dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement de technologies, dans les entreprises d'économie verte et dans les infrastructures vertes aussi. Donc ça, c'est quand même des investissements majeurs qui devraient arriver au cours des prochaines années. Et ça, je pense que ça peut arriver plus rapidement que pas. Donc voilà ce que nous réserverait là, une administration Biden, engluée dans la difficulté de rebâtir la capacité de l'État américain, mais aussi capable, là, à travers des règlements et de l'investissement, à quand même mettre des choses sur la table pour faire avancer les choses. Oui, c'est un beau résumé, mais il y a un petit vent d'optimisme quand même du côté de nos voisins du Sud, on va dire. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Hugo Séguin, spécialiste des négociations climatiques internationales, qui est chargé de cours donc à l'Université de Sherbrooke et chercheur associé au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM et conseiller principal de Copticom, stratégie et relations publiques. Merci. Et on était aussi en compagnie de Julien Prudhomme, qui est spécialiste en histoire des professions et de l'expertise dans les secteur de la santé et de l'éducation et professeur et directeur du département des sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Heureux d'avoir fait votre connaissance, M. Prudhomme, c'était très intéressant. Oui, pareillement. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine si vous voulez la réécouter. Et nous avons aussi un podcast sur le site de l'agence Science Presse où vous pouvez l'entendre. J'espère que vous avez aimé l'émission. Évidemment, si vous l'avez aimé, partagez-la. Et en attendant, bonne semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bio